بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد أخوكم بالقاسم يحييكم في موعد جديد نتكلم فيه على الندوة الصحفية اللي دارها يعني السفير الفرنسي في الرباط وحقيقة كانت فيه خرج يعني كان نتكلم كلام اللي كنا نعرفوه لكن آه، يعني لو في كهذاك السفير الفرنسي يتكلم بهذه الصفة يعني أمام يعني هاد الصحفيين يعني تاع المروك وكان معاه يعني بعض الناس مسؤولين يعني في المروك، أنا اعتبرتها يعني ك شيء خطير وأيضًا لربما إهانة بالنسبة للدولة نتاع المروك، وشفنا على كل حال آآ شفنا مقال في الهاسبريس اللي كان يمجّد هذا الكلام إتسيتيرا، نحاو هذاك المقال من بعد يعني يلونلفيه يعني داركوا الخطأ، بصح قعدت هذه الفيديو يعني تاع في اليوتيوب نتاعهم، يعني نشوفوا الكلام نتاعو ونعلّقوا عليه بإذن الله. Que c'est un lieu extrêmement prestigieux, vous l'avez rappelé, depuis 1957. Tant de choses se sont faites dans ce royaume sous l'autorité de ces monarques, mais aussi humilité, parce que nous sommes à un moment, vous l'avez dit, qui est important, et que ce printemps doit à tout prix, comme dit un poète, parce que si vous avez rappelé que je suis un peu de l'Atlantique et de la Normandie, qui est effectivement baigné par la Manche et l'Atlantique. Il y a un grand poète normand qui dit il faut souhaiter que les fruits passent les promesses des fleurs. C'est-à-dire que les fruits voilà, soient à la mesure des promesses des fleurs. Parce que le printemps, c'est une période merveilleuse où il y a beaucoup d'espérance, mais aussi une période fragile, parce qu'il peut toujours se passer un phénomène météorologique qui fasse que les fleurs fanent et que les fruits flétrissent. C'est pour ça qu'il faut être modeste, mais ça n'interdit pas d'être résolu, et c'est ce que je suis, pas simplement moi, le gouvernement français, bien entendu, et le président de la République qui m'a mandaté ici. Le risque d'une relation telle que la nôtre, ancienne, riche, c'est que le focal ou le focus conduise peut-être parfois à la rétrécir. Et nous sommes en fait face à deux risques. D'abord, ce qu'on pourrait appeler la tyrannie de la subjectivité. C'est ramener notre relation, cette relation à un huis clos, finalement, à quelque chose qui se limiterait à nous deux. Et puis l'autre risque, alors qui est peut-être plus pour les démocraties occidentales soumises à tous les aléas de ce type d'institution, c'est la tyrannie du micro tendu, qui consiste, d'ailleurs il y en a beaucoup qui sont là, qui consiste à devoir parler tout le temps de tout et sans finalement avoir un fil très conducteur de ce qu'on raconte ou de ce qu'on élabore. Aujourd'hui, on est dans un monde qui a beaucoup changé. Dans les années 60, 70, je ne dis pas que c'était toujours simple pour tout le monde, qu'il s'agisse du Maroc ou qu'il s'agisse de nous, mais le monde était un peu en blanc et noir. Le Maroc avait fait des choix très clairs sur son arrimage au camp occidental, pas forcément le cas d'autres pays, y compris voisins. Mais aujourd'hui, on voit que tout a été redistribué et qu'on est dans un monde chaotique, complexe, et qui impose d'être pris en compte pour redéfinir notre relation en prenant du champ par rapport justement à cette tyrannie de la subjectivité ou cette tyrannie du micro tendu, prendre du champ, lever la tête et regarder tout ce qui se passe autour de nous. Je pense à cet égard que la crise, il faut bien la qualifier comme telle, que nous avons pu traverser ces derniers mois, a finalement été l'opportunité, en appuyant en quelque sorte sur pause, de ne plus se contenter
du quotidien, qui d'ailleurs était encore une fois riche et à certains égards satisfaisant, mais de devoir juste relever la tête, prendre du champ, regarder ce qui se passe autour de nous et comment ensemble on peut faire des choses utiles dans l'avenir. L'état du monde n'a sans doute, en tout cas dans la génération passée, jamais été aussi difficile à déchiffrer. Nous sommes, nous, évidemment, un acteur fondateur important de l'Union européenne. C'est parce qu'on pense les étudiants qui ont 19, 20 ans, 21 ans aujourd'hui au Maroc ou même en France. Mais c'est une réussite extraordinaire si l'on prend en compte les fondations qui sont les siennes. Elle a été quand même fondée sur 3 guerres entre la France et l'Allemagne en l'espace de 70 ans, 1,5 million de morts français pendant la Première Guerre mondiale, et donc pas mal d'ailleurs de soldats venus de ce qu'on appelait notre empire colonial. Destruction quasi intégrale de l'économie du pays pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est sur ces fondations qu'on a construit l'Union européenne, puis de fil en fil, on en a fait un marché unique, intégré, où les étudiants passent d'une université à l'autre, où les voyageurs partagent la même monnaie, en tout cas dans la plupart des pays. Bon, c'est une grande réussite, mais elle arrive aujourd'hui à un moment où, confronté à une adversité à l'Est, l'essentiel de ses forces, en tout cas de ses attentions, de ses moyens financiers sont tournés vers l'Est, vers la Russie, et où l'élargissement à vitesse probablement accélérée d'un certain nombre de pays, dans les Balkans, probablement de l'Ukraine, pour des raisons qui sont plus géopolitiques que liées à une stratégie d'intégration, comme on a pu le faire avec le passé, répond à une urgence, mais est probablement pensée sans réellement en mesurer toutes les conséquences pratiques. En tout cas, il sera encore plus difficile de définir des politiques communes et d'aller plus loin dans l'intégration. Enfin, il faut savoir choisir, mais en tout cas, ce ne sera pas plus d'intégration. Et dans le même temps, on le verra malheureusement probablement dans quelques semaines, il y a des courants populistes, c'est-à-dire protectionnistes. Avec les élections européennes, ça sera sans doute un baromètre, un sondage grandeur nature, qui font valoir l'idée selon laquelle l'Europe devrait se constituer en forteresse, pas simplement à l'égard des migrants, mais beaucoup à l'égard des migrations, mais aussi sur le plan économique, sur le plan des normes, des souverainetés, etc. Et malheureusement, ce courant, et pas simplement en France, il est aujourd'hui porté par une dynamique de crainte, d'inquiétude à l'égard de l'avenir qu'on ne peut pas contester. Ça serait malhonnête de le faire. Or, les Français savent dans l'histoire ce que les lignes Maginot ont signifié. Elles ont toujours été contournées, mais ça c'est la problématique européenne. À côté de ça, au sud de la Méditerranée, il faut bien dire que l'Union du Maghreb arabe, l'Union pour la Méditerranée sont des échecs. On ne parlera pas plus longtemps de la relation avec votre voisin, mais on voit bien aujourd'hui la dynamique ou la spirale plutôt négative dans laquelle s'enfonce la Tunisie. J'espère qu'elle en sortira, mais en tout cas, ce n'est pas le constat qu'on peut faire aujourd'hui. Et puis, l'UPM, qui a été lancée par le président Sarkozy il y a une quinzaine d'années, n'a pas trouvé, en tout cas, une traduction politique suffisamment forte pour constituer un projet pour la jeunesse, et même pour nous qui le sommes un peu moins. Et ses conséquences pratiques restent comptées sur les doigts. Il y a une université à Fès, mais à part ça. Bon. Ça, c'est pour le Maghreb ou l'Afrique du Nord. Et quand on regarde un peu plus au sud, et pas simplement parce que les Français aujourd'hui en ont été éloignés, on constate que les pays du Sahel nous font à tous courir le risque de devenir une zone de non-droit où proliféreront des trafics de toutes sortes, que ce soit des trafics de drogue, d'armes, ou plus grave encore,
l'installation de réseaux ou de cellules radicalisées qui puissent constituer tôt ou tard, j'espère plus tard que tôt, un risque pour la sécurité de nos pays, qu'il s'agisse du vôtre et bien entendu de l'Europe. Je le disais l'autre jour dans une autre université, personne n'a oublié en France que les attentats de 2015 à Paris, où encore une fois on a mitraillé des jeunes gens qui prenaient des cafés à la terrasse du 11e arrondissement, avait été conçu dans la ville de Raqqa, c'est-à-dire voilà. Donc ça paraissait très loin de la France, mais en réalité c'était très près parce que ces gens-là ont été capables de commanditer ces attaques. Voilà pour l'Afrique. Si on regarde les autres grands ensembles, on voit les États-Unis avec leur puissance qui reste considérable, mais avec ou sans le retour du président Trump, la logique des États-Unis des prochaines décennies ne sera pas de s'intéresser ni à l'Europe ni à l'Afrique. La logique des États-Unis, elle va être de plus en plus tournée vers la rivalité entre ce pays et la Chine. Les Américains aiment bien avoir là aussi un monde avec les gentils et les méchants, et à juste titre d'ailleurs, pour des raisons objectives, ils voient la Chine comme un rival à peu près dans tous les domaines, ce qui n'est pas forcément le cas de l'Union soviétique. Et ils vont être polarisés sur cet affrontement, qui j'espère restera un affrontement froid, mais c'est pas sûr. Et puis dans le même temps, on voit la migration massive issue des pays d'Amérique latine, qui, sans qu'on fasse aucun commentaire qualitatif là-dessus, transforme fondamentalement et durablement la sociologie américaine des États-Unis. On sait bien que dans une quinzaine d'années, on parlera davantage espagnol qu'anglais, et que par conséquent, les élites traditionnelles qui gardaient un lien avec la vieille Europe, qu'il s'agisse de l'Angleterre, de l'Irlande, de l'Italie, de l'Allemagne, vont de plus en plus être réduites en peau de chagrin, et que les leaders de demain auront à l'égard de l'Europe une affection qui sera beaucoup plus relative que celle des générations de leaders qui ont succédé à l'indépendance américaine et surtout au XXe siècle, qui sont succédés. Et puis de l'autre côté, la Chine, autre grand ensemble, finalement, comme disent certains, sera probablement vieille avant d'être riche. Elle est affectée d'un syndrome démographique très, très fort. Et il est probable qu'elle rayonnera principalement dans son espace asiatique, où elle est d'ailleurs contestée par d'autres grandes puissances, qu'il s'agisse bien évidemment de l'Inde, mais aussi même dans l'espace, ce qu'on appelait autrefois indo-chinois, par des puissances émergentes, telles que le Vietnam, qui ont avec la Chine une vieille histoire de domination coloniale qu'elles ont subie et qui n'ont pas du tout envie de retomber sous ce joug-là. Et enfin, pour terminer sur ce panorama du monde, le Sud global, on entend beaucoup parler du Sud global comme étant finalement soit la résurrection du non-alignement de Bandung d'il y a 70 ans, soit une protestation structurée de l'Occident. Je ne dis pas que l'Occident n'a pas à faire s'interroger lui-même sur son comportement dans un certain nombre de situations, mais le fait est qu'il est quand même très difficile de trouver, malgré tous les efforts de certains, des éléments qui unissent des pays, encore une fois, comme l'Inde et la Chine, comme la Russie et le Brésil. Et donc, on a là une figure de style qui est développée à l'encan par des journalistes ou des chercheurs, mais dont la réalité doit encore être prouvée, à mon avis, ne le sera pas. Ça n'interdit pas qu'encore une fois, on s'interroge sur un certain nombre de choses, à commencer, évidemment, et je terminerai par là, par la crise qui sévit dans des conditions dramatiques au Proche-Orient, en particulier entre Israël et la Palestine, mais au risque de choquer certains, dont il est quand même difficile
d'estimer que sa responsabilité n'incombe qu'aux nations occidentales. S'il y a une responsabilité, elle existe à l'égard du peuple palestinien, elle existe. Mais il est quand même difficile que ça ne résulte que du soutien des Occidentaux à Israël. Il y a un certain nombre de nations arabes qui, par ailleurs, pour des raisons géographiques et historiques, partagent cette même région avec Israël, qui sans doute ont été un peu rapides à estimer qu'on pouvait contourner la question palestinienne à travers toute une série d'accords. Mais même si, in fine, il est probable qu'il faudra retrouver dans cette région du monde des moyens de coopération, des moyens de développement économique qui associent tout le monde. Enfin, la question aujourd'hui, elle est une question politique. Enfin, elle est une question humanitaire, d'abord, d'où le cessez-le-feu que nous réclamons, mais elle est aussi une question politique pour savoir comment on arrivera à la solution à deux États que nous, comme le Maroc, avons voté depuis des années et des années, depuis plus de 60 ans, et que nous continuons à soutenir. Alors, dans ce contexte-là, sans vouloir être trop long, qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble? Il faut d'abord regarder, encore une fois, dans quel monde on vit. C'est pour ça que je disais que la tyrannie de la subjectivité doit être écartée. Nous avons un certain nombre de raisons de reconstruire quelque chose sans doute de beaucoup plus ambitieux que ce que nous avons fait par le passé, même si nous n'avons pas de raison de ne pas en être, à certains égards, satisfaits. La première chose qu'il faut, à mon avis, citer, et elle peut paraître triviale, mais c'est une réalité absolument incontournable, c'est l'atout humain, c'est la relation humaine. Nous avons dans notre pays peut-être aujourd'hui 6 millions, peut-être un peu plus de musulmans, parmi lesquels un tiers, probablement autour d'un tiers, viennent du Maroc, ont un lien avec le Maroc. Soit ils sont venus récemment, soit ils sont venus il y a 1 ou 2 générations. Nous avons encore une langue en partage. Nous avons des échanges permanents. Alors, pas revenir trop en détail sur la question des visas, mais même si elle a été maltraitée, j'ai eu l'occasion d'en parler, et que les Marocains ont été maltraités à travers ces décisions qui ont été rapportées depuis, le Maroc reste, à l'exception de la Chine, mais qui doit être 40 fois plus peuplé, le premier pays bénéficiaire des visas. Et l'année dernière, nous avons remis à plat cette question. Nous avons accordé 100 000 visas de plus, et nous avons aussi donné 35 000 cartes de résidents permanents à des Marocains en France, ce qui fait dans l'un et l'autre domaine les premiers bénéficiaires de ces procédures. On pourrait faire plus, on pourrait faire mieux, on va faire plus, on va faire mieux. Mais en tout cas, on ne peut pas dire que le Maroc soit très mal classé. Il peut être le sentiment parfois d'être maltraité, mais de ne pas être mal classé. Et puis, nous avons, sur les 15 millions de touristes qui viennent au Maroc, 5 millions de Français. Alors, parmi eux, il y a sans doute des Franco-Marocains, mais ça aussi, ça répond à la réalité humaine. Nous avons 50 000 Français qui vivent ici. Nous avons, j'y reviendrai, nos entreprises qui sont partout et qui veulent faire encore davantage. Donc, cette relation humaine, elle est fondamentale. Et on a bien vu qu'elle a résisté, elle n'a pas été affectée par la situation politique qui était décrite, en tout cas par la presse, comme une situation de relations suspendues. Je pense que c'est, in fine, c'est vraiment sur les relations humaines que l'on bâtit l'avenir, et qu'il est quand même très difficile de se dire qu'on va réaliser un partenariat exceptionnel avec une nation qui ne parle pas du tout la même langue que vous, avec laquelle vous n'avez que très peu d'échanges, et qui se situe à 10 000 kilomètres de vous. Le général de Gaulle disait, on fait la politique de ces réalités. Cette réalité humaine, elle est incontournable. Même si le Maroc, à juste titre, n'a aucune raison d'être dans une relation monopolisée par la France. La deuxième chose, en prenant toujours un peu plus de champ, c'est que j'ai vraiment la conviction, je ne suis pas le seul, que dans le monde que j'ai décrit tout à l'heure, si on veut reconstruire quelque chose, il faut considérer que nous avons une communauté de destin, et que dans la nouvelle mondialisation qui redéfinit probablement
ça mettra encore un certain temps, l'ordre du monde sur de grands ensembles régionaux, contrairement à ce que peuvent penser certains de mes compatriotes ou certains électeurs qui se manifesteront aux élections européennes, nous n'avons pas d'autre choix que de continuer à construire une communauté de destin entre l'Europe, je ne parle pas simplement de la France, et le Maghreb, mais au Maghreb, il n'y a qu'un seul pays qui répond au téléphone, si je puis dire, aujourd'hui. Et derrière le Maghreb, conformément à la vision d'ailleurs très, très, très claire de Sa Majesté, une grande partie de l'Afrique sahélienne et de l'Ouest. Cet axe-là, qui est déjà assez bien circonscrit et qui a déjà des éléments de solidarité, c'est une grande chance pour nous tous si nous arrivons à lui donner encore plus d'ambition et encore plus de réalité. Je suis vraiment persuadé que pour l'Europe et pour la France en particulier, il n'y a pas d'autre option que de pouvoir construire autour de vous, autour du Maroc Plateforme, parce que c'est votre vision, cet ensemble régional le plus intégré possible, et je vais assez vite indiquer sur quelle base il peut se construire, mais qu'encore une fois, qui doit être un ensemble euro-africain. Et à cet égard, encore une fois, le Maroc est forcément le hub central, à la fois parce qu'il en a la vision, parce que c'est dans son ADN, et puis parce que, pour des raisons géographiques, tout passe par lui aujourd'hui. Si on raisonne d'un point de vue pratique, comment faire pour que cette espérance, cette vision s'incarne et sur quelle base elle doit reposer? Nous voyons dans les grandes évolutions du monde que, et là je parle plus pour la France, mais il est clair qu'un pays comme l'Espagne est parfaitement dans cette dynamique-là. Nous devons d'abord convaincre en Europe qu'il faut retrouver notre Sud. J'ai dit tout à l'heure que l'Union européenne, elle est aujourd'hui obsédée, d'une certaine manière à juste titre, par l'Est et par ce qui se passe à l'Est, par cette menace. Un certain nombre de pays qui, il faut bien dire, pendant 40 ans, ont eu l'expérience de subir la domination russe, sont obsédés à l'idée que ça recommence et que ce soit la Pologne, que ce soit les États baltes ou quelques autres, que les Russes, dont on connaît d'une certaine manière assez souvent dans l'histoire les comportements, sortent de leurs frontières et veuillent transformer une partie de l'Europe en glacis. Et donc, pour retrouver le Sud, il faut véritablement que le moteur des pays pour lesquels le destin se joue au Sud, c'est-à-dire avec vous et au-delà de vous, avec une partie des pays subsahéliens, se fasse entendre, reprenne d'un point de vue politique l'initiative. L'Espagne est déjà très bien partie dans la relation avec le Maroc, et c'est une très bonne chose. Le Portugal, même s'il n'a pas exactement la même puissance de frappe, mais c'est un pays qui a une grande histoire et une grande subtilité et une grande réussite d'ailleurs dans les dernières décennies. Et puis, bien entendu, la France. Ça n'est pas exclusif d'autres pays, mais dont on voit bien que, sans leur faire du tout injure, ils sont plutôt multicartes et qui sont plutôt dans une relation, peut-être c'est une chance pour eux, je ne sais pas, de cherry picking, comme on dit en anglais. Mais en tout cas, les trois dont je viens de parler, il faut qu'ils reprennent l'initiative et qu'ils fassent réentendre, y compris par rapport à des sujets qui sont aujourd'hui sur le feu, dont on parlera peut-être pas d'actualité des prochaines heures ou des prochains jours, et en particulier des relations entre l'Union européenne et le Maroc. Vous voyez à quoi je peux faire allusion. Il faut que ces pays-là, et ils le souhaitent, reprennent un leadership, fassent entendre l'importance du royaume pour nous et de ce que le royaume représente en Afrique pour l'Europe et pour l'avenir de l'Europe. Ça, c'est le principe. Quels sont les sujets sur lesquels notre destin est lié au Maroc? À peu près tous. Le premier, c'est quand même la prospérité. La prospérité économique, elle est essentielle pour nos peuples. Et on voit bien qu'aujourd'hui, les grands ensembles qui sont à notre gauche et à notre droite, c'est-à-dire les Américains d'une part et les Chinois, avec des méthodes diverses, mais font tout pour doper leurs entreprises, la compétitivité de leur territoire, y compris par des mesures qui sont illégales du point de vue du droit international, mais le temps que le droit, même si on est dans une faculté de droit, prononce ces arrêts, ben la réalité a commencé
avancé. Je ne veux pas entrer dans les détails de ça, mais chacun le sait. Or, pour nous, notre compétitivité économique repose aujourd'hui en grande partie sur les investissements que nous avons faits au Maroc et sur des investissements économiques qui vont de moins en moins dans la logique de la sous-traitance, mais de plus en plus dans une logique de co-traitance. C'est pas un jeu de mots ou quelque chose de rhétorique. Je vois toute la journée, enfin en tout cas toutes les semaines, des entreprises françaises parmi les plus grandes, hier Airbus, avant-hier Safran, les uns ou les autres dans l'automobile. J'ai entendu encore le directeur général de Renault fait une grande interview hier ou avant-hier. Bon. On voit bien que ce qu'offre le Maroc, par ses infrastructures, par sa stabilité, par la qualité des hommes et des femmes qui y vivent, je vais y venir par les ressources énergétiques qu'il peut mettre à disposition, par sa proximité géographique, c'est une équation gagnante. Et il n'y en a pas d'autre pour nous aujourd'hui que de développer cette base de production au Maroc, dans l'industrie, dans les services, dans l'agroalimentaire et dans d'autres domaines. C'est une orientation résolue. Aujourd'hui, la France, c'est 31% des investissements étrangers au Maroc. L'année dernière, soi-disant année noire, 44% des flux sont venus de France pour les investissements étrangers au Maroc. Et toutes ces entreprises veulent faire plus. Évidemment, le Maroc, parce qu'il est aujourd'hui, attire aussi d'autres partenaires, et tant mieux, parce que, comme on dit de manière triviale, le gâteau grossit. Mais nous conservons notre part et nous mettons de plus en plus de valeur ajoutée dans les investissements qui sont faits au Maroc. D'ailleurs, à telle enseigne que le Maroc a un excédent commercial avec la France, ce qui n'est d'ailleurs pas le cas avec l'Espagne, parce que nous produisons ici des voitures, des pièces d'avion et beaucoup d'autres choses qui après sont vendues en France. Et donc le Maroc est en excédent commercial vis-à-vis de la France, et c'est une très bonne nouvelle parce que ça montre bien que ce que je raconte n'est pas simplement une somme. Donc les chaînes de valeur, comme on dit. Et pourquoi est-ce qu'on va en faire plus au Maroc? C'est pas parce qu'on parle français au Maroc, en tout cas beaucoup de gens parlent français, c'est pas parce qu'on aime bien le Maroc, c'est parce que lorsqu'on réfléchit, ce qui est une urgence absolue, à relocaliser des activités économiques pour être dans une logique de souveraineté, ne pas dépendre d'autres grands ensembles, parce que la crise du Covid nous a, de ce point de vue-là, traumatisés. On va en mettre une partie en France, mais on va en mettre aussi beaucoup au Maroc. هذه النقطة مهمة جدا. راهو يتكلم قال لك si on veut rester dans une logique de souveraineté. Si on veut rester dans une logique de souveraineté وركز لي على la souveraineté. معناها أن الفرنسي عندما يستثمر في المروك راهو il est chez lui. هذه لا ديفيرونس ما بين المروك والجزائر. كي نقولوا لكم أنها دولة وظيفية راهو يتكلم هذا السفير على اون لوجيك دو سوفرينتي. قال لك رانا حنا كي نحطوا لي زانفستيسمون في المروك لان فيه ناس يعني زواليه ما يخلصوش بزاف سي موان شاري لا كومبيتيتيفيتي، معناها رانا يعني نحميو السياده الفرنسيه من الناحيه الاقتصاديه، السياده الاقتصاديه الفرنسيه. ويقول هذا الكلام لان المروك مقاطعه فرنسيه، لأن كل الكلام نتاع منهار سليبي والزبانية نتاعو عندما يتكلمون على الجزائر كأنها فرنسا الإفريقية، فهذا الكلام مردود عليهم. وهذا السفير راهو يهبط لهم السروال من عقر دارهم. يعني هما يعني للأسف أغبياء ما يفهموش ما وراء الخطوط، مي قال كلام خطير جدا. يعني راني سجلت كاع النقط هذه ومن بعد نعاودو نوليو لها. يعني سي تري غراف، يعني سي تري غراف حقيقة. يعني أكدوا لنا على لا سوفرانتي هذه. شوف بلي المروك ما عندوش سيادة. المروك ما عندوش سيادة يعني بون نكملوا الكلام نتاعو ومن بعد نعاودو نوليو مع بعض. Parce qu'on a le sentiment qu'on appartient au même univers géoéconomique et géopolitique. Donc c'est une dynamique qui ne s'interrompra pas, mais qu'il faut qu'on pousse le plus loin possible pour le bonheur, pour notre prospérité respective et aussi le bonheur des gens qui vont travailler dans tous ces projets-là. La deuxième dimension, elle est considérable, mais elle est un peu liée à la première, c'est que le Maroc, vous le savez tous aussi bien que moi, même peut-être mieux, va devenir une superpuissance des ENR, des énergies renouvelables.
Il en a la vision, il en a les moyens, que ce soit le foncier, que ce soit le soleil, que ce soit le vent, les acteurs, des grands acteurs comme le CP, mais d'autres aussi. Et l'énergie verte, c'est évidemment la clé de tout. C'est la clé des industries qui produiront ici au Maroc, qui produisent et qui produiront, pour pouvoir passer les standards qui seront ceux de l'Europe et qu'exigent nos citoyens, à juste titre, mais aussi pour nous. Je suis à ce moment très accaparé par la visite de M. Mestralet, qui est l'ancien président du groupe Engie, qui est un leader mondial de l'énergie, et qui est envoyé par le président de la République pour discuter avec toutes vos autorités de la manière dont on va s'intégrer dans le plan énergie verte du Maroc, les gazoducs, les hydroducs, la génération d'énergie. Qu'est-ce qu'on attend précisément de la France? Comment on peut décider où on mettra, si je puis dire, nos moyens? Il rappelait à vos ministres, mais qui le savaient très bien, ou c'est eux qui le lui rappelaient, que en hydrogène, يعني سي تري غراف حقيقة سي تري غراف. سي تري غراف يقول له يغابلي افون مينيستر ومن بعد يسيغ يعني وكيقول لهم الماروك va devenir une super puissance des énergies renouvelables. يعني شكون اللي يامن يعني كيفاه دير يعني لي زينيرجي رينوفلابل وما عندكش الغاز؟ يعني صلي روح صلي على قاضي بلادك، كيفاه دير لي زينيرجي رينوفلابل وانت ما عندكش الماء؟ يعني راهو يتمسخر بهم حقيقة. يتكلم له على غازولدوك، وين جاك الغاز باش دير لي غازولدوك؟ يعني هذه عبارة عن حاشاكم سوبوزيتوار لاويلو حالهم يعني باش بور لي زوندورمير. صح الشيء يعني الأهم والمهم في الكلام نتاع هذا السفير هو أن المروكي لا يقرر، المروكي يطبق. من يقرر ومن ينظر هو الفرنسي، والفرنسي متوغل في كل وزارات نتاعهم، والفرنسي هو اللي يعطي لهم الإرشادات يعني والتوجيهات. يعني درت لكم هذه المقابلة باش تشوفوا، يعني مليح تسمع. وهذا الكلام راهو يقولوا يعني قد في جامعة مروكية، جامعة كلية حقوق، نظن أنها كلية الحقوق تاع رباط. يعني سي تري غراف. نكملوا qui est essentiel en hydrogène vert pour l'avenir de notre économie, mais aussi de nos usages, au mieux, l'Union européenne produira la moitié sur les 20 millions de tonnes dont on aura besoin à l'échéance 2035-2040. Au mieux, on produira la moitié. Et que donc, il faut qu'on arrive à trouver chez des pays proches qui ont une vision, qui ont une stratégie, les compléments pour réussir à notre transition énergétique. Et donc là, on a une solidarité absolue de destin, parce que si ça ne vient pas du Maroc, bon, il y a le Chili, il y a l'Australie, quand même un peu loin, et le coût, la compétitivité de l'hydrogène, elle est en pas mal fonction des coûts de transport. Donc là, je ne vous fais pas un dessin, d'ailleurs vos ministres et vos dirigeants le savent très très bien, et c'est même eux qui me l'ont appris en premier. Mais on voit bien que la question de l'énergie, c'est plus simplement le pétrole qu'on met dans son réservoir. C'est évidemment essentiel pour garder de la compétitivité, pour assurer la transition énergétique. La France a baissé de 5% l'année dernière encore ses émissions de CO2, mais c'est encore trop peu, même si on représente qu'1% des émissions mondiales, mais c'est encore trop peu par rapport aux besoins d'essayer de sauver cette planète. La troisième dimension qui est un peu liée à l'économie et à l'énergie, c'est évidemment la question de la souveraineté et de la sécurité alimentaire. Elle est essentielle parce qu'on vit une période de bouleversement évidemment très, 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 très forte. Il y a des zones au sud-ouest de la France, les Pyrénées-Orientales, qui ont aujourd'hui un niveau de pluviométrie équivalent à celui de Ouarzazate, de zone semi-désertique. Et tout indique que ça ne va pas s'arrêter comme ça. Et le Maroc a une expérience, évidemment, un peu dramatique parfois, mais qui lui a permis, dans certains cas, de s'adapter mieux que nous à l'utilisation des eaux usées, par exemple dans l'adaptation des espèces. Et donc, nous avons mis la question agricole au cœur de l'agenda, justement, de l'avenir, parce qu'il y a vraiment de part et d'autre des choses à faire ensemble en matière de formation, en matière d'investissement. Et le dernier, je terminerai parce qu'il y a beaucoup d'autres sujets, la dimension cardinale de tout ça pour réussir une intégration économique beaucoup plus ambitieuse, beaucoup plus forte, qui détermine cette communauté de destin sur des bases de développement économique.
pour lui apporter l'énergie nécessaire pour décarboner nos économies et préparer un monde plus vivable, en tout cas qui ne devienne pas invivable, pour réussir les enjeux de souveraineté alimentaire qui sont cruciaux pour nourrir notre population et faire face au stress hydrique. Il faut des hommes et des femmes. Et là, on voit quelque chose qui est manifeste, c'est que les populations du monde entier, d'ailleurs, il y avait un article dans le Lancet aujourd'hui qui montrait que la population mondiale allait commencer à décroître à partir de 2050, à peu près toutes zones confondues. Mais nous sommes confrontés en Europe à une réalité qui est déjà une réalité d'aujourd'hui. Et on voit bien que les grandes difficultés que nous avons pour maintenir une main-d'œuvre disponible malgré le niveau de chômage qui reste un peu élevé dans notre industrie, dans nos services, dans notre agriculture, implique à la fois de faire plus ici au Maroc et implique probablement d'avoir des concours, soit temporaires, soit un peu plus longs, de Marocains et de Marocaines, et demain de subsahariens qui viennent travailler chez nous pour un certain temps. Mais en même temps, les enjeux du développement du Maroc sont très importants pour sa stabilité, sont très importants pour nos industries. Et donc, il faut arriver à trouver la formule, on y travaille, qui ne se contente pas, comme peuvent faire certains déjà, d'aller faire du brain drain et de venir piquer ici, sous prétexte qu'on les paierait 30% ou 50% de plus, les médecins, les ingénieurs, les codeurs, etc. Et donc, toute cette communauté de destin, si on veut vraiment qu'elle soit une communauté, ne peut fonctionner qu'à partir du moment où on accompagne le Maroc dans un investissement en matière de formation à tous les niveaux, qu'il s'agisse des doctorants ou qu'il s'agisse des techniciens supérieurs, voire des saisonniers agricoles, beaucoup plus important pour que d'une certaine manière, il y ait des ressources humaines pour tout le monde. Et ça, c'est un défi dans un monde, parce que le Maroc n'est pas l'Union soviétique des années 50. On peut sortir librement de votre pays et aller s'établir où on veut, si on le souhaite. Et donc, l'enjeu, c'est vraiment d'arriver à donner des opportunités à beaucoup de jeunes, ou de moins jeunes, pour qu'ils puissent trouver, en fonction des choix de leur vie, du travail ici, du travail chez nous, dans des logiques circulaires qui restent à inventer, mais que pas mal de gens commencent un peu à concevoir. Et si on n'arrive pas à faire ça, tout le reste ne fonctionnera pas. Parce qu'on sera dans la cannibalisation des uns et des autres. Nous, on se fait piquer en France des ingénieurs, des médecins, par les Canadiens, ou par les Suisses, ou par d'autres pays. Donc, c'est un système où chacun va chercher chez l'autre ce qu'il n'a pas chez lui, et qui est tout le contraire d'une communauté. Voilà. Alors, pour finir, ce que je voudrais dire, c'est que deux choses. La première chose, c'est que dans cette vision-là, je me permets, avec beaucoup d'humilité et de respect, de m'inspirer, là encore, de ce que Sa Majesté le roi Mohamed VI a dit à propos dans le discours atlantique, par exemple. La communauté de destin, elle ne peut pas s'arrêter uniquement à l'Europe et au Maroc. Il faut, comme le dit très clairement votre souverain, qu'on intègre pleinement dans toutes ces dimensions de développement économique, de connexion énergétique, de capital humain, de souveraineté ou de sécurité alimentaire, les pays qui sont au sud du Maroc et pour lesquels le Maroc est à bien des égards un exemple, en tout cas une référence. Et donc tout ça ne marche que si on contribue à intégrer dans tous ces projets, comme vous le faites déjà, mais à une échelle encore plus importante, beaucoup de subsahariens pour que, à terme, on soit dans un espace où les hommes et les femmes, les biens, les capitaux, les projets, tout ça circule de la manière la plus libre possible. C'est ça qui est en réalité la vision à la fin, mais elle n'est pas pour la semaine prochaine. Mais si on ne la fait pas, rien ne marchera. Pour conclure, ce que je voulais dire, c'est que tout ça n'est pas, même si je suis dans une faculté, tout ça n'est pas une réflexion d'universitaire. Il y en a de très brillants ici, il y a beaucoup de think tanks et de gens qui réfléchissent à ça, qui pourraient le dire mieux que moi ou avec d'autres éléments complémentaires. Tout ça, c'est un programme pour l'action. C'est un programme dont nous discutons de manière très concrète avec vos autorités, dans un cadre qui reste un cadre discret, parce qu'il ne faut pas non plus créer
jeter à la face du monde de grandes idées sans les avoir parfaitement analysées, autopsiées et être certain qu'on est capable d'avancer dans leur mise en œuvre. Mais il est clair qu'il ne saurait y avoir, de mon point de vue, et c'est l'opinion du gouvernement, des autorités françaises, il ne saurait y avoir de relance, de redéfinition du partenariat avec le Maroc que si nous sommes capables, l'un et l'autre, de concevoir quelque chose de grand, quelque chose d'ambitieux, quelque chose d'inédit. Il serait absurde de penser qu'on pourrait revenir à je ne sais quel âge d'or ou à je ne sais quelle époque où, certes, l'amitié était là, la complicité, mais selon des modalités qui ne correspondaient pas à ce qu'est aujourd'hui le Maroc, à ce qu'est aujourd'hui le monde et ce qu'est aujourd'hui aussi la France. Et de ce point de vue-là, si je devais faire un mea culpa, parce que chaque fois que je fais une conférence, il faut que je fasse un mea culpa, c'est comme ça que c'est rapporté par la presse, c'est que, et je ne vise personne en particulier, en tout cas, nous, Français, nous avons, à bien des égards, ces dernières années, depuis 10 ans, 15 ans, perdu un peu le fil de ce qui se passait ici, pas suffisamment changé nos verres de lunettes pour voir le Maroc tel qu'il est. On a fait cet effort depuis, il était temps, depuis quelques mois. On l'a fait avec beaucoup d'honnêteté à tous les niveaux à Paris, ici. Et aujourd'hui, quand nous discutons d'abord sur une base d'égal à égal, en partant, encore une fois, non seulement des réalités, mais des visions qui sont celles du Maroc. Nous pensons que nous y trouvons non seulement beaucoup d'intelligence, mais aussi beaucoup d'intérêt. C'est comme ça qu'on fait de bonnes choses ensemble avec un partenaire. Et donc, je suis relativement optimiste que les fameux fruits qui pousseront sur la base des fleurs seront appétissants, comestibles et nourrissants. فوالا دونك بون هذا تاع حسبرس نحاو هذاك المقطع اللي تكلموا يعني درت لكم نتكلم باسكو باش نوري لكم يعني كي يو دي مونتاج يعني شوفوا لهنا دوك نوري لكم ايزون في دي مونتاج باسكو في لا فيديو اللي جازت يعني شوف لهنا كي تقرا لو تيتر ودرنا لا فيديو جوسكا لا فون ما كانش المقطع اللي تكلم فيه على الاخر قال لك سفير باريس جيش فرنسا تدخل ضد البوليزاريو يعني نحاوه جو فوز اي دي كان ايزون ميم في ان ارتيكل بالك ما كنتوش تشوفوا مليح نوري لكم ها شوفوا لهنا وليك سفير باريس جيش فرنسا تدخل ضد البوليزاريو يعني نظن انهم تداركوا آه الخطا الفادح اللي داروه لان حقيقة وحتى البوليزاريو يعني دارت بيان البارح نظن وطلبت فرنسا أنها يعني توقف العدوان ضد الشعب الصحراوي. حقيقةً يعني هذا كي تشوف هذا الكلام نتاعو يعني قال العديد من الأشياء تكلم على المغرب العربي وما تجرأش يتكلم على الجزائر، يعني قال لك عندكم علاقات صعيبة مع الجزائر، لكن تكلم بصفة غير أخلاقية وغير مهذبة على تونس، قال تونس est dans une spirale négative. تكلم أيضًا على l'UPM هذيك l'Union pour la Méditerranée بطبيعة الحال ثاني شك بس كانوا حابين يدخلوا فيها يعني الكيان الصهيوني. تكلم على الساحل وقال أن الساحل يعني غير مستقر، وتكلم على المخدرات والإرهابيين، بصح ما تكلمش على الدور الريادي نتاع المروك في تجارة المخدرات في الساحل والصحراء. نفس الشيء عندما تكلم على يعني لي زاتونتا تاع 2015 قال لك الارهابيين جاوا من سوريا، علاه ما تكلمتش على الارهابيين تاع المروك، يعني تاع الباتاكلون وكاع هذوك الاخر سيتي دي ماروكان. بصح يعني في نفس الوقت لي زاتاك لي شويه، يعني قال ايضا تكلم على الدور نتاع تكلم على العرب اللي طبعوا مع الكيان الصهيوني اكسيتيرا سيتي ان تاكل. قال أيضًا يعني لمن يشك أن المروك كيان وظيفي، قال أن المروك أول مستفيد نتاع التأشيرات الفرنسية، وزاد يعني وزاد ذكّر المراركة أن في 15 هذوك مليون سائح
اللي يجيو للمروك كاين 5 ملايين سياح، يعني ثلث اللي راهم من فرنسا. تكلم أيضًا على وهذا شيء مهم، قال في المغرب العربي فيه بلد وحيد يرد على الهاتف، هي المروك. يعني وهذا ما يبين أن الجزائر وتونس اختاروا يعني الطريق نتاع الحرية والاستقلال والابتعاد عن التبعية، أما المروك فيبقى كيان وظيفي لا أكثر ولا أقل. تكلم أيضًا على التصوّر الفرنسي، وقال يعني لدوافع نتاع السيادة الوطنية، فرنسا اختارت أنها تستثمر في المروك، وتجعل من المروك يعني مركز ثقل في المنطقة ما بين يعني أوروبا وإفريقيا. وهذا هو يعني كي نشوفوا فرنسا، علاه فرنسا راهي تعاون المروك يعني في الصحراء الغربية، وتعاونوا في الاحتلال الصحراء الغربية الشقيقة. لأنه يعني بكل بساطة لو المروك تخسر الصحراء الغربية، كل هذا المشروع الفرنسي سينهار، لأن فرنسا يعني تعوّل كثير على المروك باش تكون نقطة ربط ما بين أوروبا والعمق الإفريقي، هذا ما كان. ولهذا يعني في السبعينيات يعني شاركوا في قصف الجيش الشعبي الصحراوي بطائرات الجاكوار. الدعم نتاعهم في الأمم المتحدة معروف، إتسيتيرا، إتسيتيرا. دوك أشياء واضحة ووضوح الشمس. هذا ما كان. يعني اليوم رانا نتكلموا، يعني كي نتكلموا على بلدان شمال إفريقيا، نتكلموا على بلدين يعني الجزائر وتونس اللي اختاروا يعني طريق الشرف، طريق العزة والشرف، طريق عدم الانبطاح للقوى الاستعمارية. وكاين كيان وظيفي اللي راهو يعني منذ أكثر من 4 قرون مسخ، يعني خارج على نطاق الإسلام، يعني متحالف ومنبطح. مش متحالف، منبطح أكثر من متحالف، لأن التحالف والانبطاح يعني راهم أشياء مختلفة تمامًا. هذا ما كان. هذا ما كان. كي نسمعوا أن 31% نتاع الاستثمارات الأجنبية راهي فرنسية، يعني و2023 41%، يعني كي نشوفوا أيضًا أن فرنسا حابة تجعل يعني من المروك قوة في يعني في les énergies renouvelables، الطاقات المتجددة، alors que المروك ما عندوش الماء، ما عندوش الغاز. يعني تشوف أن فرنسا يعني فرنسا راهي تعتبر هذا المروك يعني كتراب فرنسي، وهي تراب فرنسي على كل حال. هذا ما كان. لهذا رانا نشوفوا يعني un lien يعني existentiel. يعني هذه الحكاية هذه باش الناس تفهم أن وأنا نتمنى أن الجزائر يعني تمنع أي م ما لازمش يعني نجيبوا حتى بولون من فرنسا. التجارة نورمالمون يكون صفر التجارة ما بين الجزائر وفرنسا. مع كاع واش سمعتوا، يعني سي تري كلير. سي تري كلير كو الفرنسي ما يجيش يدير لك كي يحبوا يديروا زعما لوزين بوتفليقه، يعني حب يفولي افواغ يعني ان بتي سامبول هذيك الكاتاستروف، هذيك لوزين هو التليلات هذيك تاع رونو. واش داروا لنا؟ داروا لنا مركز تاع تنفيخ العجلات لا اكثر ولا اقل. هذا ما كان. الوغ كو لي زوزين تاع الصح دايرهم في المروك. هذا ما كان. يعني اشياء واضحه ووضوح الشمس. نفس الشيء تكلم على هجره الادمغه، قال لك إحنا في المروك ما راناش حابين أن الدكاترة نتاع المروك والمهندسين نتاع المروك يهربوا من المروك، وبالتالي لازم نخدموا مع المملكة يعني باش نثبتوا لي كومبيتونس ماروكان في المروك باش يطوروا المروك. أما في الجزائر ما عندهمش ils ont pas tous ces égards، ما يحوسوش. يعني ils ont pas toute cette subtilité في الجزائر. يعني أكثر من 50% نتاع الأطباء في فرنسا هم جزائريون. ما على بالوش بيك، يسرق لك المهندسين ولا يسرق لك يعني لي ميدسان، ما على بالوش بجد باباك، باسكو راهو حاب يحطمك. يعني هذا مالوريزمون ما سمعناش المقاطع نتاع على الصحراء الغربية، لأن تم الحذف نتاعها، يعني ils ont fait un montage يعني ونحاوها باسكو c'était vraiment une catastrophe. بصح كي نشوف المضمون نتاع الكلام نتاعو، أشياء واضحة. فهمنا أن المروك مقاطعة فرنسية، فهمنا أن فرنسا تراهن الكل في الكل على المروك، فهمنا أن فرنسا تريد
تقوية المروك لإضعاف الجزائر والأشياء واضحة. هذا ما كان، هذا يعني نعاودوا نأكدوه لمن يتعاطف مع فرنسا ومن عنده يعني حنين، يعني ما على باليش راهو حاب يعني تكون فيه في يوم من الأيام علاقات مع فرنسا، ولا راهو حاب سي تبون يزور فرنسا. أنا لو كان جيت من سي تبون قسمًا عظمًا غير ما نروحش نزور فرنسا. Ça ne sert à rien. راك يعني vous perdez votre temps. هذا ما كان، يعني on risque d'être on est يعني راك تعطي لا possibilité يعني لفرنسا باش تخليك un faire valoir كيما نقولوا باللغة الفرنسية. هذه هي. نو هذه فرنسا franchement il faut mettre يعني une croix définitive عليها، لأنهم حقيقةً يعني كي نشوفوا هذه الأشياء، هذه التصرفات، يعني الدولة عدوّة للجزائر حقيقةً. يعني حتى شيء ما تغيّر ما بين حرب التحرير واليوم. نفس السياسة، نفس التعامل، نفس التصور، يعني حقيقةً هذه الحقيقة. يعني أحب من أحب وكره من كره. علينا يعني العمل مع الولايات المتحدة، مع الصين، مع روسيا، مع كاع هذول الشركاء. أما هذو الفرنسيين مع إيطاليا، مع ألمانيا، مع فيه العديد من الدول يعني نقدروا نخدموا معاها. هذا ما كان. وتلاحظ حتى كي يتكلم لك على الهيدروجين vert، يعني semble ignorer les contrats signés ما بين إيطاليا وألمانيا. وتشوف الفرنسي تالمو راهو حاقد على الجزائر، au lieu يعني que le français هذا il essaie de s'arrimer هذاك un projet européen italien، يعني يروح حتى لألمانيا يحوس كيفاه وراهم يخدموا على فكرة في الكواليس باش يكسروا المشروع الجزائري الإيطالي الألماني، وحابين يديروا البديل مع المروك. بصح باش الله أعلم، لأن باش دير l'hydrogène le procédé pour faire de l'hydrogène c'est l'électrolyse. والإلكتروليز كي ما يكونش عندك الماء ما تقدرش ديرها. حتى يكون عندك الشمس، والشمس اللي كاينه في المروك ماهيش تاع المروك، الشمس هذه تاع الصحراء الغربيه. ما عندكش الغاز، يعني كومون فوز الي فيغ تورني دي سونترال لا نوي كي يطيح الليل، كيفاه دير؟ يعني même avec tous ces problèmes et cette équation يعني insoluble، يعني بتاع l'ambition هذه ماروكان تاع l'hydrogène vert، la seule possibilité نتاعهم هو أنها تعود العلاقات مع الجزائر، وأن يعني الجزائر تبعث الغاز للمروك. c'est la seule solution يعني réaliste. بصح هذه عمرها ما تصرى. لهذا فرنسا دائمًا راح يعني elle va faire pression sur l'Algérie. ولهذا يعني سي تبون نحييوه يعني الخطوة التكتيكية اللي خداها، لأن فرنسا كانت حاب تلعب دور في الانتخابات الرئاسية الجزائرية. يعني كما قالها خونا سكالا البارح، نظن هو اللي قالها، قال كلام مهم. قال أن الموعد يعني نتاع الزيارة نتاع تبون يعني في باريس أُجّلت إلى شهر نوفمبر. وهذا شهر نوفمبر ما كانش يعني ils l'ont pas choisi comme ça باسكو يعرفوا أن الانتخابات الرئاسية في ديسمبر. تبون قال له إحنا نديروا الانتخابات في سبتمبر، يعني جابوا contre pied. فوالا دوك هذا الناس حقيقةً آآ وحتى لربما قطع العلاقات، لِمَ لا؟ باسكو ما يعني سي grave يعني باسكو لا لوجيك لو كان هادو الفرنسيين جاو يعني يخموا يعني avec كيما يقول لك une logique économique، une logique نتاع رابح. الفايدة تاع فرنسا راهي مع الجزائر ماهيش مع المروك. الجزائر عندها بلد اللي عنده طاقات، يعني بلد تاع 50 مليون نسمة، مهندسين، فنيين، des compétences يعني في أعلى مستوى. c'est le pays اللي عنده le plus d'universités في l'Afrique du Nord، يعني ما كانش ولاية ما فيهاش une université. يد عاملة مؤهلة، يعني أحسن بنية تحتية في إفريقيا، في شمال إفريقيا. يعني باش تشوف أن يعني ce qui pousse les Français في الآخر c'est pas une logique économique، c'est une logique politique et c'est une logique de haine contre l'Algérie، لا أكثر ولا أقل. هذا ما كان. كيما نقولوا حنايا في الجزائر اللي يبدلك يعني بالفول بدلو بقشورو. هذا ما كان. حنا ما نسحقوكمش، يعني كملوا يعني مع المروك. وعلى كل حال فرنسا aujourd'hui c'est une puissance mineure، يعني ما بقاتش فرنسا نتاع بكري خلاص. فرنسا في مهب الريح، والجزائر ما تسحقش فرنسا. يعني حقيقة الجزائر تسحق أكثر شريك كيما ألمانيا ولا كيما بريطانيا ولا كيما إيطاليا، يعني هذو هما البلدان اللي راهم في منحى تصاعدي. أما فرنسا c'est une puissance en déclin،
وهذا ما كان. ونكتفي بهذا القدر على الأمل. اللقاء معكم في موعد جديد. بالقاسم يحييكم. تحية الجزائر، تحية الجزائر، تحية الجزائر. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وصحة فطوركم خوتي. السلام عليكم.